Tout a-t-il été dit sur la catastrophe annoncée pour l'industrie automobile ? Depuis 6 mois, les mauvais chiffres s'accumulent, les prévisions désastreuses accompagnent les annonces de plans sociaux. Bref, non seulement le pire est déjà là, mais il est également devant nous. Alors, sur Mobility TV, nous allons faire le tri et nous attarder sur les raisons d'espérer. On va le faire avec nos invités. Patrick Pellatin, bonjour. Bonjour. Président de Meta Strategy Consulting, ancien numéro 2 de Renault. Guillaume Crunel, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé en charge de l'automobile et de la mobilité chez Deloitte. Bernard Julien, bonjour. Bonjour. Maître de conférence à l'Université de Bordeaux et votre cabinet d'études Feria travaille sur l'industrie et les services automobiles. Enfin, Jacques Knight, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller stratégique chez Présence, cabinet de conseil en management, grande plateforme industrielle d'innovation qui fédère 6 millions d'experts. Oui, tout à fait. Pas mal, hein ? Vous allez nous dire des choses intéressantes. Allez, on va commencer par l'état des lieux, les inquiétudes justifiées, et puis on verra ensuite pourquoi il faut peut-être nuancer. Alors, peut-être Bernard Julien, les derniers chiffres. L'année 2020, elle est à oublier, ça tout le monde le sait, dans le monde, en Europe et en France. Mais les marchés ont plongé de combien ? Bon, en gros, on est à moins 24 sur les 8 premiers mois. Dans le monde. Dans le monde, c'est un peu pire en Europe, c'est un peu meilleur ailleurs. Donc ça veut dire qu'évidemment, c'est un tsunami. En même temps, l'année n'est pas terminée. Évidemment, les inquiétudes que les uns et les autres ont aujourd'hui, c'est de savoir si les mois qui viennent vont correspondre à un léger regain ou à un retour, ou à un début de retour à la normale, c'est-à-dire à des chiffres qui pourraient être davantage comparables à ce qu'on avait fin 2019, ou bien est-ce qu'au contraire, comme on le craint souvent, eh bien on assisterait sur les derniers mois de l'année à un profil d'activité qui serait pire, auquel cas on serait en fin d'année bien en deçà de ce qu'on a aujourd'hui sur 8 mois. Est-ce que tous les marchés reculent également, Patrick Pellatin ? Oui, alors la Chine a rebondi, mais ça, c'est, le rebond s'est tassé après, ce qui veut dire qu'il y a des effets durables en fait. Alors que la Chine repart sur tout un tas de plans. Oui, c'est ça, mais bon, ça, en août, ça c'est pas reparti. Ouais. Et donc, je pense qu'il faut aller regarder aussi ce qui se passe au niveau du besoin, en fait, c'est-à-dire des besoins de mobilité. J'ai regardé les statistiques américaines sont intéressantes, d'abord parce que c'est très automobile, donc si ça baisse là-bas, ça ne sera pas mieux ailleurs. Et puis c'est des statistiques qui sortent à la semaine. Et ce qu'on voit, c'est que d'abord la mobilité, c'est-à-dire les déplacements, ont baissé de 40%. Aux États-Unis, et c'est flat depuis le mois de juin, c'est-à-dire ça ne remonte pas. Tout le monde espérait que... Donc d'ailleurs la baisse du prix du pétrole, enfin la stagnation à la baisse. Voilà, alors par contre les voitures baissent moins. Moins 12, entre moins 12 et moins 15%, mais c'est essentiellement les trajets longs qui maintiennent, qui sont même au même niveau qu'avant et légèrement supérieurs, et ça c'est de la substitution avion-voiture. Donc je ne sais pas si ce sera durable. Et ensuite les transports en commun s'écroulent. New York, les transports en commun ils ont fait moins 70. San Francisco, c'est intéressant, ils ont fait moins 90, ce qui veut dire que quand les gens ne sont pas contraints, ça s'écroule complètement dans les transports en commun. Et donc, il y a une substitution vraisemblablement vers la voiture, mais dans un contexte où l'ensemble descend. Et ça, je pense que ça va rester un peu, parce que derrière, il y a le télétravail et le e-commerce. Oui. Et là, tout le monde a pris on a pris un cran de plus. Et ça fait moins de mobilité et ça fait aussi moins de kilomètres. Et à la fin, ça fait moins de voitures. Alors justement, Guillaume Crunel, est-ce qu'il y a vraiment derrière tous ces chiffres un mouvement de fond qui fait qu'on ne reviendra pas en arrière, ou difficilement? Je pense que dans toutes les crises, à post-crise, on ne revient jamais à l'état précédent. Donc ça, c'est une certitude. On a suivi, nous, pendant les 5 derniers mois, en fait, de manière hebdomadaire et sur 25 pays, les aspirations des consommateurs en termes d'achat. On leur pose 2 questions. Est-ce que finalement, vous avez toujours envie d'acheter un véhicule si vous le prévoyez avant ? Et si oui, est-ce que vous pensez que la situation actuelle va vous faire décaler dans le temps votre achat ? On a eu des phénomènes qui n'étaient pas du tout corrélés, mais ce qui s'est passé, c'est que tout d'abord, ils nous ont dit « Ah ben, on ne veut plus en acheter, et puis donc on les achètera plus tard ». Après ça, c'est revenu bien plutôt pendant l'été, une phase plutôt positive, très marquée en France, où finalement la demande était bonne. Et là, ce qu'on voit arriver sur les derniers chiffres, c'est une forte tendance, non pas à dire qu'on ne va pas renouveler son véhicule, mais à repousser fortement, à plus de 6 mois, son achat. Et ça, c'est quelque chose qui est assez inquiétant pour l'année à venir. Ça peut être lié au télétravail, par exemple. Il y a beaucoup d'autres facteurs, mais...
Et au pouvoir d'achat. Et au pouvoir d'achat. Il y a toujours une corrélation très très forte entre le pouvoir d'achat et les achats de voitures neuves, quoi. Donc, s'il y a eu des écarts... C'est même plus que corrélé, quoi. Hein. Oui. Si vous voulez, quand vous avez une baisse d'1 point de PIB, vous avez des baisses de 4 à 5 points des achats de véhicules, parce que précisément, on peut différer, quoi. Hein. Et donc, on peut maintenir sa mobilité sans acheter de voiture neuve. C'est tout le drame de l'industrie automobile. La donnée de 2020, Jacques Knight, c'est que l'automobile n'est plus indispensable. Totalement indispensable. Bon, il y a le choc à court terme. Nous, ce qu'on voit, c'est les interrogations des constructeurs, des équipementiers autour de questions technologiques. Et ce qu'on voit, c'est que le choc à court terme ne doit pas non plus masquer le fait qu'il y a des contradictions entre le court terme et le long terme qui sont loin d'être surmontées. Lesquelles ? Précisément sur des questions majeures de technologie. Est-ce qu'on continue pendant combien de temps et dans quelle mesure sur les véhicules thermiques ? Vous voulez dire que ça freine les ventes ? C'est-à-dire que je ne sais pas si je dois acheter un véhicule électrique, par exemple, j'attends. Alors, dans l'immédiat, les véhicules électriques, ça marche plutôt bien, parce qu'il y a beaucoup de subventions qui en plus, se sont ajoutées à celles qui existent déjà. Et il y avait des doutes sur le fait de continuer certaines subventions ou pas, qui ont été levées en partie. Mais la vraie question, c'est quels constructeurs vont se mettre en position de fonctionner sur ces nouvelles technologies rapidement, en fait. Je donne le news du jour. Monsieur Musk, le fondateur et patron de Tesla, annonce une voiture à $25 000 avec des batteries à moitié prix et une autonomie doublée. Tout cela pour 2023. Là, si c'est vrai, si ça n'est pas qu'un effet d'annonce pour son cours de bourse, c'est une vraie révolution, non ? Une de plus ? Non, allez-y. Il ne donne pas de référence. C'est-à-dire qu'il faut savoir que s'il a pris comme référence la sortie de la Tesla Model 3 en 2018, en fait, c'est la tendance de l'industrie, ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous comparez le coût des batteries 2018 ou 2017 et le coût des batteries prévues, là, aujourd'hui, qui sont en cours d'attribution 2023-2024, c'est à peu près ça. C'est quand même déterminant. Ah ben oui, mais c'est une industrie. C'est pour ça, je ne comprends pas ce que vous dites sur les constructeurs qui hésitent. Là, personne n'hésite en ce moment. Je veux dire, en Europe, personne n'hésite. Oui. Les investissements sont massifs. Les acheteurs qui hésitent. Les acheteurs, en tout cas, ils hésitent beaucoup moins, puisque la part de marché aujourd'hui en Europe, elle a fait x3 à peu près sur le véhicule électrique. Oui. En France, on est à 10%. Et sur les 2 derniers mois, là, on est à 9-8, un truc comme ça, sur juillet-août. Sur l'année, on va probablement dépasser les 10% sur l'ensemble de l'année de véhicules électriques et électriques rechargeables. Donc ça c'est parti. Et c'est la réglementation européenne qui donne en fait une très belle visibilité à l'industrie. Ce qui veut dire que quand vous avez la visibilité dans l'industrie, vous dites c'est comme ça que ça va se passer. De toute façon, alors il y a des incertitudes, mais au total, le scénario il est relativement clair. Vous investissez. Il y a eu plus de 60 milliards d'investissements annoncés en 2019, simplement sur les constructeurs automobiles et les fabricants de batteries. C'est énorme pour l'Europe. Mais Guillaume Crunel, vous avez des données particulières sur cette appétence ou non pour l'électrique en Europe, en France ? Les chiffres sont là, on ne va pas les redonner. Maintenant, il y a quand même quelque chose d'important, c'est à partir de quand on passe en mass market sur le véhicule électrique. Bon, j'ai toujours pensé que c'était le moment où il était économiquement, je dirais, tout coup compris, compétitif par rapport au véhicule thermique. Oui, c'est ça, la Tesla à $25 000, c'est pas une Tesla à $40 000 quand même. Maintenant, je pense que tous les constructeurs convergent vers cet objectif-là. C'est l'objectif de Volkswagen, c'est l'objectif de Renault. Donc qu'on soit là dans quelque chose qui est 2022-2023, qui est quelque part depuis pas mal de temps identifié comme un point de bascule. C'était ce calendrier-là. Je pense qu'il est bien dans le marché. Oui. Je pense qu'effectivement, on a pendant des années, on se demandait quand est-ce que ça arriverait, et que je crois que Patrick Pellata et Xavier Mosquet avaient parlé d'un momentum. Ils disaient il faudrait que ce soit maintenant, parce que sinon on n'y arrivera pas. D'une certaine manière, les mutations du marché, on les a, et du coup, les tergiversations qu'on avait chez la plupart des constructeurs sont levées. On voit bien, par exemple, que Carlos Tavares, qui était encore dans une espèce d'entre-deux, où il se demandait quel cheval il devait enfourcher, aujourd'hui, il n'hésite pas, et il va jusqu'à dire l'inverse de ce qu'il avait dit il y a 3 ans, qu'il était désormais essentiel pour PSA d'avoir une plateforme dédiée, ce qui n'était pas du tout la religion qui était la sienne jusqu'alors, et ce qui indique que, la messe paraît être en train de se dire sur le plan technologique et des GMP. En France, on est encore sous la menace de nouveaux malus en tout genre. Je pense au malus poids
qui est peut-être en discussion et qui va sortir dans le projet de loi de Madame Pompili. C'est un sujet... Pour rentrer dans le détail de ce sujet-là, il faudrait du temps. La réglementation actuelle, elle autorise d'avoir des voitures. Si vous avez des voitures lourdes, vous êtes quelque part moins pénalisé, mais vous êtes quand même pénalisé sur le CO2. Et les voitures électriques, elles sont plus lourdes. Donc c'est mélanger les deux en ce moment. Je préfère pas rentrer dans ce débat parce que c'est vraiment compliqué. C'est pas. Pour moi, c'est mineur. Le gros SUV à essence qui fonctionne. Pour moi, c'est mineur. Il faut quand même bien voir que pour la société, ce qui compte, c'est combien d'émissions CO2 fait la voiture, et ça c'est le premier point. Et le deuxième, tout aussi important, c'est, comme on dit, du berceau à la tombe, elle en fait combien, quoi. Et ça, c'est ça qui est essentiel, et on y va petit à petit. Et ça, c'est le bon débat. Ouais. Je crois que PSA a été un des rares bénéficiaires au premier semestre 2020, un des rares constructeurs bénéficiaires. Est-ce qu'il y a des constructeurs menacés aujourd'hui dans le monde, à votre connaissance? Il y a des constructeurs qui vont dégager des pertes, que les constructeurs en question soient menacés et pas capables. Dans leur existence, non, je ne crois pas. À ma connaissance, il n'y a pas de constructeur qui soit au bord du gouffre. Donc c'est une des raisons d'espérer déjà. Oui, c'est aussi une industrie où on est trop gros pour mourir, quoi. Je dirais. Donc il n'y a pas beaucoup de risques que tout d'un coup tout le monde lâche un constructeur majeur dans le paysage automobile mondial. Guillaume Crunel, la voiture fait de la résistance dans l'esprit des gens de toute façon, que ce soit en France, en Europe, aux États-Unis. Parlons même pas de l'Asie. Ouais, je pense que la résistance, elle est à deux niveaux. Il faut se départir un peu de notre façon de penser qui est un peu parisiano-centrée. La voiture en France, pour 50% de la population, il y a une part modèle des transports publics qui est de 4%, c'est l'équivalent de celle du Kansas. Donc pour une bonne partie des Français, une grande majorité des Français, la voiture, elle fait de la résistance parce qu'elle n'a pas d'autre alternative. Maintenant, on voit aussi dans les études qui peuvent être faites qu'il y a quand même il reste quelque chose autour de l'identitaire. On l'avait déclaré mort. Il reste encore, et je pense que tant qu'une génération ne sera pas passée, la voiture, elle a au moins comme utilisation primaire, elle a encore sa raison d'être sans problème. Mode de transport numéro 1 pour 63% des déplacements quotidiens des Français. C'est l'étude que sortit Bercy il y a quelques jours, c'est ça. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Jacques Knights, l'image de l'automobile comme moyen de déplacement? Oui, je pense que ça continue d'avoir une fonction de marqueur, c'est un objet de statut. Et c'est le cas dans des pays où le marché se développe très vite, notamment en Chine. C'est quelque chose d'incontournable. Et je vois notamment qu'il y a beaucoup de nouveaux entrants qui proposent des modèles SUV en Chine qui sont sur ce créneau. Alors que et ça diffère beaucoup de ce qu'on peut avoir comme horizon en Europe. Je vous cite la dernière étude de l'Institut Odoxa. Gaël Sliman, son patron, explique « La voiture est plébiscitée comme le moyen de transport le plus agréable, le plus fiable, le plus sûr, le plus pratique. Un seul vrai reproche lui est adressé, dit-il, c'est son coût. » Ça revient dans toutes les enquêtes, non ? Ça vient dans les enquêtes, mais quand on regarde ce qui est important dans le véhicule, dans l'acte d'achat, on a historiquement deux éléments qui ressortent en premier. Un, la sécurité, ce qu'on lui demande à la voiture, c'est de ne pas se cracher. Et je pense que dans l'univers post-Covid, ou en tout cas dans le Covid tel qu'est le nôtre, ça reste quand même une sorte de bulle protectrice pour pas mal de gens, donc il y a quand même peut-être temporaire. Et puis après, il y a le coût. Ça reste très très important. Alors moi je suis assez attentif à cette question du coût, et j'ai refait les statistiques récemment, et quand je regarde évoluer le coût d'utilisation d'un véhicule, on va dire sur 30 années, j'ai une réduction de pratiquement 40 points. Donc ça veut dire que, si vous voulez, il y a une décorrélation entre l'achat de voitures neuves et son utilisation. Donc le fait que l'automobile soit extrêmement présente dans les déplacements, ça ne veut pas dire qu'il y a solvabilité du marché du neuf. Et ce que j'espère, si vous voulez, d'une certaine manière avec l'électrique, c'est qu'il y ait un déplacement des dépenses automobiles des ménages de l'utilisation, c'est-à-dire du gasoil, vers l'acquisition, en gros des pétroliers vers l'industrie, et cela, c'est à mon sens un enjeu majeur qui peut permettre de défendre dans les politiques publiques
une montée de l'électrique parce que précisément ça déporte le marché des dépenses qui sont dominées très largement par des dépenses qu'on appelle les dépenses d'utilisation vers les dépenses d'équipement ou d'acquisition qui permettraient de réduire le CO2 et puis éventuellement de booster l'industrie là où elle souffre aujourd'hui. Patrick Pellata, tout ce qui est électrique, scooter, autobus, camion, automobile, coûte moins cher à entretenir que tout ce qui est thermique. Ah oui, beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher. Bah oui, il y a pas de. Il va se passer deux choses, je pense. C'est que les coûts de maintenance dégringolent. Et ça, c'est une nouvelle difficile pour le réseau. Oui. Maintenant, un parc, ça se renouvelle sur 10-15 ans, donc ça laisse du temps pour s'adapter. Mais que vont faire les réparateurs ? Qu'est-ce qu'ils vont réparer ? La deuxième chose, on n'en parle pas beaucoup, mais je pense qu'elle est importante, c'est que les voitures s'usent moins. Voiture s'use moins parce que une voiture thermique, ça vibre, tout ce qui est lié au moteur, le refroidissement, l'échappement, les circuits d'alimentation, etc., les turbos, tout ça, c'est des choses qui s'usent, alors que dans une voiture électrique, ça s'use pas. L'intérieur va s'user, et donc je pense qu'on va arriver à des schémas où on va avoir du refurbishing, on va refaire des intérieurs de voitures, mais le reste, ça peut rouler énormément. Et sur des taxis électriques, des choses comme ça, je pense que les durées de vie qui sont déjà relativement longues, c'est facilement 300-400 000 km, ça va passer à beaucoup plus que ça encore. Et ça va réduire. Une Zoé, une 208 électrique, elle ne peut pas faire 400 000 km. On n'en sait rien. Une Zoé, si elle l'a fait. Elle le fait. Oui, parce que je vous dis, il n'y a pas de vibration. En plus, c'est une voiture, la Zoé, qui a été construite complètement pour être électrique, donc elle est comme une Tesla. Donc c'est les voitures qui vont s'user moins. Les batteries s'usent beaucoup moins que ce qu'on avait prévu. Les batteries, de toute façon, aujourd'hui, une batterie de Zoé, dans le cahier des charges, telle qu'elle est testée sur borne, aujourd'hui, elle pourrait faire 1 million de kilomètres. Ouais. Donc je ne sais pas si on y arrivera, parce qu'il faut du temps, mais c'est pour vous dire que c'est... les campagnes de pub et les arguments marketing. Ça a commencé avec Elon Musk qui dit qu'il aura une batterie à 1 million de miles, c'est-à-dire 1 600 000 km. Quoi. Donc les voitures ne feront pas ça. Bon, est-ce que c'est la principale raison d'espérer la technologie ? C'est à la fois une raison d'espérer parce que ça permet de défendre l'automobile d'une certaine manière avec des coûts d'utilisation et des coûts d'acquisition qui pourront être réduits, parce que si les voitures font 500 000 km, ça veut dire que si j'achète ma voiture à 10 ans, elle est encore un véhicule fiable et par conséquent ça permet de défendre une mobilité automobile de manière... Comment je vais faire des volumes si les gens gardent leur voiture 10 ans, 15 ans ? Moi je pense que les volumes dans l'automobile, dans les pays développés comme le nôtre, baisseront. Alors il y a les causes qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire télétravail et e-commerce, qui font qu'il y a un peu moins de déplacements, voire beaucoup moins de déplacements. On verra quand on sera sorti du Covid. Mais après, il y a le développement des véhicules, enfin des VTC, de l'autopartage, etc., qui va probablement impacter la deuxième ou la troisième voiture quand c'est installé, là où c'est installé. Et donc ça fait aussi baisser les commandes. Mais la bonne nouvelle quand même dans tout ça, parce que c'est que ce qu'il faut quand même, c'est que les émissions CO2 de la planète baissent. Les transports, la voiture particulière, les véhicules utilitaires légers, c'est au niveau mondial, c'est 15% à peu près. C'est-à-dire 1 tonne de CO2 sur 6 qu'on envoie dans l'atmosphère, elle vient des voitures et des véhicules. Donc il faut le plan de l'Europe qui dit 2050 on est à zéro en net, ça veut dire que le parc qui se renouvelle en 12-13 ans, en 2035, 2036, il faut qu'on ne remplace des voitures que par des véhicules électriques. Quoi. Et on inclut l'hydrogène là-dedans ? Alors, l'hydrogène... J'ai été surpris, il y a 7500 véhicules à hydrogène vendus dans le monde en 2019. Oui, c'est pas grand-chose. Ça n'existe pas, oui. D'abord, un véhicule à hydrogène, c'est un véhicule électrique. Oui, bien sûr. L'hydrogène, c'est juste un réservoir. Oui. Le rendement, quand vous faites électricité, électrolyse, compression, etc., vous êtes à 30% un tiers de ce que vous faites en passant par une batterie. Donc c'est une bonne solution uniquement pour des gens qui doivent recharger très vite mais en autonomie. Maintenant, une voiture électrique, je vous prends la meilleure voiture à hydrogène, c'est la Toyota Mirai. Une voiture que tout le monde connaît, la Tesla Model 3. Si vous prenez la batterie du haut, c'est 560 km dans la norme WLTP pour la Mirai et pour c'est la même. Et Zoé, c'est déjà 300 et 350. Voilà, ouais. Guillaume Krunel, Jack Knight, est-ce qu'on a des données, puis ça sera le mot de la fin, sur le regard que les milléniums portent sur
Allez, l'objet automobile, c'est les gens qui sont nés en 2000, parce qu'on a tout entendu et son contraire. À savoir, c'est fini, ils veulent même pas en entendre parler, ils passent même plus leur permis. Est-ce que ça ressort dans les... Parce que les millénials, depuis 10 ans qu'on en parle, ils ont beaucoup vieilli déjà. Donc, sur le fond, ce qu'il faut voir, c'est que l'âge moyen du consommateur de véhicules neufs aujourd'hui, c'est de 52 ans en France, 53 ans. Bon, donc de toute manière. Et dans le monde ça dépend vraiment des géographies. Oui, de toute manière, après, il y a des pouvoirs d'achat qui changent. Mais sur le fond, la vraie question, c'est est-ce que les millennials, quand ils arriveront au moment d'être en mesure d'acheter, parce que le vrai problème est la contrainte économique. On parle de la contrainte économique sur chacun, mais pour eux, elle est encore plus forte. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à dire ce qu'ils vont faire. Et puis il y a une réalité qui est claire, le millénial, des grandes cités n'est pas le millénial du reste du pays, n'est pas le millénial de tous les pays. Oui. Et le nombre de permis de conduire passés depuis 20 ans n'a pas baissé sensiblement du tout. C'est l'adolescence, on a un décalage dans le temps qui est lié au fait qu'on reste plus longtemps. Est-ce que vous dites est valable aux États-Unis, est valable dans d'autres pays? Aux États-Unis, c'est moins 18%. Si vous prenez entre la tranche 18-35 ans, millénial, là, c'est moins 18%. Hein. Alors attendez, c'est parti de 92, mais moins 18%, c'est quand même beaucoup. Quoi. Je pense qu'il y a un appétit pour les nouvelles technologies, pour aussi ce qu'il y a derrière, en termes de capacité de production, méthode de production, d'avoir un avenir industriel. Donc je pense que les jeunes, ici, mais aussi dans d'autres pays, le sentent. Ça. Ouais. Et consommeront de l'automobile, bien sûr, sous toutes ses formes. Bien sûr. Pas seulement des trottinettes et pas seulement des vélos électriques. Merci à vous tous.